Moi, il y a un de tes articles relativement récent qui m'a impressionné. C'est la découverte de vagues dans le noyau externe sur des périodes de l'ordre de 7 ans, je crois. Ouais. Que tu as faites grâce à ces mesures-là, Ouais. en l'occurrence. Est-ce qu'on est dans ce genre de mouvement justement que tu arrives à détecter ? Oui. Alors là, Et c'est quoi ce phénomène du coup ? Il y a des Alors, vagues ouais. à l'intérieur qui se propagent. Alors des vagues, faut faire attention parce que quand on parle de vagues, les gens ils ont l'impression d'avoir une déferlante avec une hauteur d'eau, etc. Nous, la hauteur de liquide, elle varie pas tellement. D'accord, c'est la surface, c'est la base du manteau. La base du manteau, elle bouge pas beaucoup quand même. Donc en fait, on va appeler ça plutôt des tourbillons, des ondes. D'accord. On avait une image là, que la régie a projetée justement de ces ondes, qui est extraite de tes recherches, oui. avec toute une équipe. Est-ce que... vas-y, explique-nous. Donc là, ce qu'on regarde, c'est ce qui est représenté à la surface du noyau en rouge et bleu, là. C'est des alternances. Ce qu'on voit, c'est l'écoulement vers l'ouest. D'accord. Donc quand c'est rouge, c'est vers l'ouest. Quand c'est bleu, c'est vers l'est. Ou l'inverse, je ne sais plus. Tout ça pour dire qu'on a ces pulsations d'écoulement qui vont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et ça fait des formes d'ondes qui se propagent vers l'ouest petit à petit. Donc ça se propage. Alors, les écoulements dont on parle, c'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 5-6 km par an. D'accord. Donc il faut imaginer, ça c'est la vitesse de la particule. D'accord. La particule, elle se déplace de 5-6 km. En un an, elle fait 5-6 km. Comme c'est une période de 6 ans, il faut faire 5-6 km par an pendant 6 ans d'un côté, puis après 5-6 km par an pendant 6 ans de l'autre côté. D'accord. Donc on peut pas surfer dessus comme dit. On ne surfe pas facilement, en tout cas. Voilà, faut être patient. Mais, par contre, ces patterns, ils se propagent très vite. C'est-à-dire que la vitesse est pas très grande, 5-6 km par an quand même. Mais, par contre, la vitesse de propagation de l'onde, elle est de 1500 km par an à peu près. Donc, elle va faire le tour de la Terre beaucoup plus vite, quoi. Donc, c'est comme si vous regardez une vague à la surface de l'eau. La vague, elle se propage à une vitesse de quelques dizaines de mètres, quelques mètres par seconde, d'accord ? Par la vitesse des particules, et la particule, elle bouge pas, quoi. Elle fait des petites ellipses. Il y a l'eau qui monte, l'eau qui descend. Elle fait des petites ellipses comme ça, tranquille. Mais par contre, la vitesse de l'onde peut être beaucoup plus rapide que la vitesse du fluide. Oui, c'est pas parce qu'on est à la mer et qu'on a des vagues qu'on est emporté par chaque vague et qu'on va aller en même temps. Nous, on va monter et descendre quand il y a une vague. Exactement. Par contre, la vague, elle se propage. Oui. Voilà, c'est la même chose. C'est le même concept, en tout cas. Donc, et ça, on était capable de le voir. D'abord parce qu'on a des données de qualité. Il faut voir que les données dans l'espace, on est en dessous de la précision, c'est en dessous du nanotesla, quoi. Donc c'est des précisions diaboliques quand même. C'est très très peu. C'est très peu, oui. Ouais. Donc on est capable d'avoir ces mesures de super qualité. Et on est capable aussi d'avoir ces mesures sur longtemps. Là, on a des ondes à 6 ans. Pour avant de détecter des ondes, il faut qu'il y ait au moins 3 périodes, quoi. Donc ça veut dire qu'on a 20 ans de données. Ça veut dire qu'on bénéficie aujourd'hui du fait qu'il y a des gens, il y a 20 ans, qu'il y a 20 ans qu'il y a des données, ça veut dire qu'il y a 30 ans ou 40 ans qu'il y a des gens qui ont mis de l'énergie pour qu'on puisse avoir des données aujourd'hui. Donc on bénéficie des travaux de gens qui sont aujourd'hui à la retraite. Il y a des gens qui ont passé une partie de leur carrière à monter des missions, et eux-mêmes, pendant leur temps de vie professionnelle, ils n'ont pas forcément eu le temps de travailler dessus, quoi. Voilà pourquoi il faut financer la recherche, même quand on ne sait pas à quoi ça sert exactement. Donc Petit message là. Bon, les gens du chat seront convaincus, je pense. Mais... Donc voilà, il faut être capable de mesurer longtemps. Et ça veut dire aussi que les temps caractéristiques de la physique, de la dynamique dans le noyau, c'est long. C'est long. Donc là, le temps qu'on a là, il est gouverné essentiellement par l'intensité du champ magnétique. Et l'intensité du champ magnétique, elle est ce qu'elle est. Donc ces ondes, elles nous permettent, les ondes qu'on a détectées, ça c'est une forme d'onde, on a détecté d'autres il y a un peu plus longtemps, elles nous informent sur l'intensité du champ magnétique dans le noyau. Et ce champ magnétique, on n'est pas capable de le mesurer. D'abord, on ne peut pas y aller in situ, mais les mesures de surface ne sont pas suffisantes pour déduire le champ dans le cœur du noyau. Elles nous permettent de savoir ce qu'il y a à la surface,
Mais comme il y a des courants électriques dans le noyau, ça écrante tout. Donc si on veut être capable d'aller dans le noyau, il faut mettre en plus des données, des lois physiques. Donc pour comprendre ce qu'il y a dans le noyau, à partir des données, les données seules ne suffisent pas. On est obligé de combiner des données avec des lois physiques. Et c'est ça qui nous permet de faire une inférence, des déductions de ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Si. Enfin, moi, c'est clair. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils le disent. Y a pas de... Oui, ils se plaignent. Il n'y a pas de souci. En vrai, on est aussi là pour essayer d'apprendre et d'aller le plus loin possible dans ton sujet. Mais donc, toute cette précision, c'est cette précision des données, notamment que permet Swarm, que permettent aussi les observatoires au sol. Non, tu ne te sers pas des données des observatoires au sol aussi pour celui-là. Tout ce qu'il y a, on prend toutes les données possibles. Il faut voir qu'on n'est pas très riche en données quand même. Je veux dire, alors, on a des données à la seconde, mais comme moi, tout ce qui est à haute fréquence, je ne peux pas l'utiliser directement. Ça veut dire qu'à chaque point de mesure, j'ai une donnée par an. Okay, donc, c'est-à-dire que si j'ai 100 observatoires, j'en ai 150 observatoires, par an, j'ai à peu près 150 données. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Okay, et donc, ça veut dire que d'abord, je vais être très myope. D'abord, on a vu que j'étais myope en temps, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de voir les variations rapides, mais je suis myope aussi en espace, c'est-à-dire que je ne vais pas être capable de voir les fines structures spatiales. Donc je suis myope et je n'ai pas une très grande mémoire non plus, puisque je ne suis pas gâté par la nature. mais je n'ai pas une très grande mémoire parce que des données satellitaires, en continu, j'en ai depuis 25 ans. Ouais. Donc j'ai 2 décennies et demie. Alors ça va s'accumuler au fur et à mesure. Alors des données d'observatoire, c'est mieux, j'en ai 1 siècle et demi et 180 ans. Mais là, on a vu qu'on a des mouvements qui sont de l'ordre de 5, 10, 15 km par an. Ça veut dire que pour faire un gros tourbillon des grands tourbillons qu'il y a dans l'espèce de colonne que je dessinais tout à l'heure, leur temps caractéristique, ça va être la 100, 200 ans. D'accord ? Donc ça veut dire qu'avec même pas 200 ans de mesures d'observatoire, j'ai pas des statistiques, c'est pas comme un météo où le temps caractéristique dans l'atmosphère, ça va être 5, 10, 15, 30 jours. D'accord ? Donc on a une dépression, ça vit sur 10 jours, quoi. Donc si j'ai 10 ans de données, j'ai des tas et des tas de dépressions. J'ai plein de dépressions. Là, moi, avec le noyau de la Terre, si je prends que les données, les mesures directes, j'ai pas beaucoup de dépressions qui passent sous mes yeux, quoi. Alors j'ai quelques ondes qui se promènent. Les ondes, elles ont des temps plus rapides. Bon, c'est bien, mais pour avoir des statistiques, je suis obligé de remonter dans le temps avec le paléomagnétisme, parce que c'est ça qui me donne la mémoire de ce qui a pu se passer. Alors le problème, c'est que quand avec le paléomag, j'ai pas une résolution du feu de Dieu non plus, parce que plus je remonte dans le passé, moins j'ai de données, plus les données sont dures à interpréter, etc. Donc on est obligé de tout combiner, quoi. Des données. On prend tout ce qu'il y a parce que ça peut être un bon indice. Toutes les données sont bonnes. Mais c'est sporadique, quoi, les contraintes qu'on peut avoir quand même. Bah c'est ça qui m'impressionne, c'est que finalement il y a peu de données et on arrive quand même à faire des découvertes sans y mettre les pieds sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ces vagues, sur cette dynamique. Mais aussi parce qu'on se base sur des développements théoriques. La dynamo, donc le mécanisme dynamo, c'est un concept qui est proposé par Larmor en 1919 ou 1920. Donc ça a à peu près un siècle, quoi. C'est quand même récent, quoi. Des travaux théoriques, il y en a énormément dans les années 40, 50, 60. Des gens qui ont écrit des papiers des articles avec un papier et un crayon, quoi, et qui ont fait des postulats qui s'avèrent pour certains quand même assez proches, en tout cas au niveau du concept, sans ordinateur, sans rien, de ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on observe aujourd'hui, il n'y a pas des trucs qui viennent un peu chambouler tout ça, mais on se base aussi sur un background théorique qui est quand même assez fort. Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont penchés sur ces questions-là. Et on bénéficie quand même de cette couverture-là. Et maintenant, depuis bientôt 30 ans, on a des calculs numériques qui nous permettent d'étudier ça. C'est-à-dire que dans 95 ou 97, par là, il y a la première dynamo numérique. Une première simulation. La première simulation dans un ordinateur de quelque chose qui ressemble un peu à la Terre. Alors, ça ressemble de loin. Hein. C'est-à-dire que... ça a 30 ans, quoi. Ça a 30 ans. Donc, c'est récent quand même. C'est récent. Et donc, ces calculs dynamo, aujourd'hui, ils sont un outil essentiel pour notre compréhension de la mécanique, de ce qu'il y a dedans. Alors, on n'est pas capable de simuler les paramètres de la Terre. Ce serait beaucoup trop cher d'un point de vue du temps de calcul.
Le coût de calcul serait pas possible. Mais on peut essayer de trouver des chemins qui nous amènent vers la compréhension de ce qui se passe dans la Terre. Donc on va essayer de faire des simulations qui sont... Alors on connaît les lois de la physique à peu près, on a les bonnes équations. Contrairement au manteau, tout à l'heure je disais la rhéologie du manteau, c'est vraiment un truc compliqué pour les gens qui font de la simulation du manteau. Nous, la rhéologie du noyau, c'est assez simple, c'est très peu visqueux. D'accord. Okay. C'est ce qu'on voit là, des simulations par exemple. Ça, c'est des simulations d'un collègue de Grenoble, il s'appelle Nathanaël Schaeffer, là. Donc il fait des travaux numériques, il a développé un code qui s'appelle X-Shells, là. Et ce qu'on voit ici, c'est, je pense, l'énergie magnétique dans une simulation. Donc il faut voir qu'une simulation de ce type-là, c'est des dizaines de millions d'heures-cœur sur les calculateurs nationaux. C'est déjà des gros ordinateurs. Ça commence à être des gros calculs, ouais. Des gros calculateurs. Ouais. Et c'est ça, ça représente beaucoup de temps de calcul. On va plus vite parce que c'est des gros ordinateurs, mais c'est énorme, quoi. Voilà, donc, alors évidemment, tout ça, ça progresse, c'est-à-dire que le temps de calcul diminue, le code est optimisé de plus en plus. C'est trop joli, par contre, ce que vous faites. C'est hyper joli. Ouais, ça. Donc là, c'est le champ de température de poussée d'Archimède, là, je pense. Ça, c'est dans le noyau ? Alors, c'est dans le noyau simulé, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas une observation, c'est une simulation. C'est une simulation, et ça, c'est vu depuis le pôle Nord, quoi. C'est-à-dire que si on regardait c'est une coupe dans le plan de l'équateur, vue du pôle Nord. Est-ce que c'est ça, les fameux cylindres qu'on voit sur le côté, qu'on verrait Alors ça, c'est la trace dans la... C'est la poussée d'Archimède qu'on voit là, d'accord. Enfin, c'est la perturbation de densité, si tu veux. Donc on voit de dessus la perturbation de densité. Il faut voir qu'associé à cette perturbation de densité, il faut mettre des écoulements qui vont avec autour, quoi. Et le fait que, par exemple, en haut, ça a l'air beaucoup plus dense qu'en bas, est-ce que c'est volontaire ou c'est... de votre part. En haut quoi ? En haut de la... Bah, on voit qu'il y a c'est hétérogène, quoi. Il y a des zones où il y a beaucoup de bleu, des zones où il y a beaucoup de rouge. Alors c'est plus bleu en bas qu'en haut. Ça, je pense que c'est juste le gradient de densité qui est imposé pour que la convection fonctionne. Ouais. Mais en bas de l'image, je veux dire. Et en bas, il y a des zones qui sont plus là, par exemple, le rouge en haut de l'image, il est beaucoup plus présent que... Et ben ça, c'est juste une variabilité naturelle du système qui fait que on peut avoir des régions de très grande échelle. Donc, voir la taille du noyau, c'est 2200 km d'épaisseur. Donc, il faut voir que quand on est à la surface du noyau, cette zone rouge-là, elle fait presque... elle peut faire 5-10 000 km, quoi, de taille. Ouais, c'est la taille d'un continent, quoi. C'est la taille c'est gros, ouais. C'est gros. Alors, là, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut générer des trucs de très grande échelle à partir de plein de petits tourbillons de petite échelle. D'accord ? Et ça, pour nous, ça va être hyper compliqué à analyser. Parce que ça veut dire que nous on est myope, donc on ne voit pas les tout petites échelles là, dans ce machin-là. Donc on va voir que les tourbillons de grande échelle, si jamais on ne se débrouille pas trop mal. Là, c'est flou, quoi. C'est hyper flou. Mais ça veut dire que ces tourbillons de grande échelle, ils sont influencés par plein de petits machins de petite échelle. D'accord ? On sait qu'ils existent, mais on n'arrive pas à les observer. C'est ça. Et ça, ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre cette turbulence si on veut pouvoir remonter de notre observation floue qu'on fait en surface, qui est indirecte, parce que je te rappelle, on mesure le champ magnétique, on en déduit les écoulements, et de ces écoulements, on essaie de comprendre la dynamique, quoi. Et bien là, il faut être capable, après, de déconvoluer aussi le fait qu'on a plein d'interactions, dans le jargon, on dit c'est non linéaire, quoi. On a plein d'interactions de petits tourbillons avec des petits tourbillons qui font des gros tourbillons. C'est déjà compliqué. Il y a la même chose dans l'océan et l'atmosphère, mais là, c'est rendu encore plus compliqué par la présence du champ magnétique. Le champ magnétique il va jouer au chat et la souris avec les tourbillons. Il est à la fois généré par les tourbillons et en même temps, il va venir les perturber. Exactement. Donc, il y a une rétroaction perpétuelle entre le champ magnétique qui vit dans le noyau et l'écoulement qui est à son origine. Et ils vont essayer de se cacher l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique, s'il croise trop l'écoulement, ça va générer énormément de courant électrique. Et ça, en énergie, c'est hyper coûteux. On va générer trop on appelle ça d'effet Joule, quoi. Donc c'est comme un fil qui chauffe parce qu'on fait passer du courant dedans, quoi. C'est juste un effet de perte d'énergie. Il y a trop de perte d'énergie. Trop de perte d'énergie, et ça, c'est pas du tout efficace pour la dynamo. Donc si on veut comprendre cette dynamique, il faut être capable de comprendre ce jeu de chat et de souris
que font... L'écoulement est nécessaire au champ magnétique, le champ magnétique va influer sur l'écoulement, et l'un et l'autre, ils se débrouillent pour danser sans trop se croiser. Il y a une espèce d'équilibre, des équilibres qui se jouent tout le temps. Donc c'est perpétuellement dans cette espèce d'état un peu bizarre. Et nous, ce qu'on voit, c'est la résultante de cette danse entre le champ magnétique et l'écoulement. Donc tu pratiques couramment un truc qui s'appelle la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Couramment, j'ai toujours en apprentissage. Qui est un enfer absolu. Enfin, à chaque fois que des gens m'en ont parlé, m'ont dit surtout... on prend les équations de l'électromagnétisme, donc Maxwell et tout. On prend les équations Navier-Stokes, ou en tout cas tout ce qui est mécanique des fluides. Et on réunit les deux. Et ça fait un Pokémon bizarre qui fait peur à beaucoup de gens. Et il faut croiser ça avec de la thermique aussi. Aussi, de la thermodynamique. Donc, de la thermodynamique, ouais. Donc on part ce qu'on appelle des équations primitives. Donc les équations primitives, c'est les principes de la dynamique, de l'électromagnétisme, de la thermo. Et à partir de là, il y a des gens qui ont dérivé les équations qui sont à l'origine de ces calculs qu'on vient de voir, quoi. Et ça te permet d'essayer d'y voir moins flou. Oui. En tout cas, tu n'arrives pas à observer de manière moins floue parce que justement, les données que tu utilises, elles sont perturbées en permanence, il y a plein de bruit. Mais par contre, cette image floue, tu peux essayer de l'interpréter de manière un peu plus nette grâce à des simulations, à d'autres données. On va prendre toutes les informations possibles, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre les informations observationnelles et on va prendre les observations de la physique. Et les observations de la physique, on peut essayer de coupler. C'est ce que font les gens qui font, on appelle ça de l'assimilation de données, mais quand on fait des prévisions météo, c'est ce qu'on fait. On va coupler les lois de la physique. Enfin, en météo, maintenant, on commence à moins faire ça. Mais on va coupler les lois de la physique avec les contraintes observationnelles. Et en espérant que ces informations soient compatibles. C'est pas forcément compatible parce qu'on ne sait pas simuler un vrai noyau. Donc si j'ai une simulation qui est dans des paramètres qui sont complètement aux fraises par rapport au cas terrestre, je peux essayer de faire parler des observations avec un code dynamo qui est complètement incapable de digérer les variations observées. Donc je vais lui faire dire n'importe quoi. Donc il faut être capable de faire parler un code dynamo avec des observations de manière intelligible. Donc ça veut dire qu'il faut lui mâcher le travail faut mâcher le travail pour que les deux soient capables de s'entendre.